Bonsoir à toutes et tous, salut Ticlem, salut Volca, salut Kyle, salut Julo, salut Watai, salut Cristal, vous êtes très nombreux. Il est mercredi et nous sommes le 28 août, il est 6h du soir à Paris, il est à peu près l'heure que vous voulez. Sur Twitch, je suis très content de vous retrouver après ces presque 2 mois sans stream. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir en prendre. Soyez toutes et tous les bienvenus dans le talk de France Info, le talk qui revient aujourd'hui un peu plus tôt que prévu, mais l'actu n'attend pas. Salut à celles et ceux qui nous rejoignent, peut-être par hasard, pour une première fois. Il y a toujours une première fois. Salut bien sûr à ceux et celles qu'on connaît bien maintenant depuis 2 ans. Je vois qu'il y a plein de têtes connues dans le chat. Merci pour votre confiance. Installez-vous, restez pas loin de votre clavier puisqu'on attend vos questions et vos coups de gueule dans le chat. Vous avez le droit de tout dire pour peu que ce soit dans le sujet et que ce soit sous les ordres de la bienveillance et de la courtoisie. Mais je vous fais bien sûr confiance. Salut Adadi, salut Gicnus, salut Caton, salut Camillou, salut Analou, salut Soupapus, salut Nawal, salut salut Sergio aussi, salut à tous ceux que j'oublie, pardon, vous êtes très nombreux et je m'en réjouis. Alors aujourd'hui c'est un peu notre pré-rentrée. C'est un petit stream d'1 heure pour vous retrouver en douceur avant la vraie rentrée du stream, mercredi prochain. Alors on a un peu changé les horaires, on va se retrouver désormais tous les mercredis de 18h à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, on a donc supprimé le stream du mercredi midi pour le décaler au soir. C'était un peu ce que vous nous aviez suggéré. J'espère que cette nouvelle formule va continuer de vous plaire. En tout cas, c'est chose faite. Au programme de la saison, toujours de la politique, beaucoup de politique à la rentrée, mais aussi de l'actu internationale, de l'actu diplomatique, de l'économie, de la tech, du web, des sciences, bien sûr, des sciences dures, mais aussi des sciences humaines, du cinoche et un peu de littérature, avec le meilleur des expertes et des experts dans leur domaine, et puis aussi avec celles et ceux qui font l'actu. Tout ça est bien comme l'année dernière, dans un cadre courtois, constructif, bienveillant, dans le studio, et avec vous, bien sûr, dans le chat, sans qui ce serait quand même beaucoup moins intéressant. La rentrée du talk, c'est donc mercredi prochain, mais aujourd'hui, c'est l'occasion, avant la fin des vacances scolaires, de marquer la séquence politique qui fait la une de nos journaux depuis quelques jours, depuis même quelques semaines. La séquence, c'est celle d'une impasse, puisque presque 7 semaines après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron, le président de la République, n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Le président de la République a rejeté l'option d'un gouvernement Nouveau Front Populaire et qui poursuit ses consultations aujourd'hui, par exemple, avec la droite républicaine. De part et d'autre, les voix s'élèvent pour dénoncer tantôt un déni démocratique, voire un mépris présidentiel, quand d'autres y voient une stratégie, un coup de poker et puis peut-être un petit peu de cynisme. On va parler de cela pendant 1 heure avec 3 invités que vous connaissez bien, puisque ce sont des habitués du talk et qu'on a le plaisir à les retrouver pour décrypter cette séquence et la mettre en perspective. Bonsoir Émilie Zapalski. Bonsoir. Salut Émilie Zapalski, communicante politique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. À tes côtés, Aurore Malval. Salut Aurore. Salut, bonsoir à tous. Bienvenue chez toi, Aurore Malval, rédactrice en chef à la rédaction de Marianne, le MAG. Et enfin, tout seigneur, tout honneur, l'ami Bruno Cotresse. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bruno Cotresse, politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. Salut Bruno et bienvenue à tous les trois. Cela fait, j'ai marqué dans ma fiche 7 mois, non, ça fait 7 semaines que les Français, ou en tout cas ceux que la politique intéresse. Et peut-être qu'on va y revenir, ça n'intéresse pas tout le monde. Nous, on l'attend beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui s'en fichent complètement. Mais on va quand même en parler ce soir, qui attendent qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre qui va former un gouvernement. Cette semaine, ça semble bien long. On peut peut-être commencer par des pronostics. On va savoir quand, qui veut. Toi, tu avais des premiers pronostics, Aurore. Oh là là, et dans le chat, on disait qu'il va attendre la fin des Paralympiques. Mais il est permis d'en douter. Je me fais balancer comme ça. Dans la fosse au lion. Moi, je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron ne peut pas attendre indéfiniment. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et je pense que sous 7 ou 8 jours, ou peut-être max une dizaine de jours, il devrait quand même annoncer un nom pour le Premier ministre, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on est au bout de nos peines, puisque après le Premier ministre reste à composer le gouvernement, et ce sera une tâche de grande ampleur. Et même d'ailleurs, le Premier ministre lui-même peut être un premier nom. Et si on revient un petit peu, je dirais, à une application de la Constitution telle qu'on le connaît, c'est au Premier ministre d'aller chercher une majorité et des accords à l'Assemblée nationale. Et ça aussi, ça peut prendre encore beaucoup de temps. Et ce qui d'ailleurs, par rapport à ça, n'est pas surprenant. Ça, c'est, je dirais, un temps incompressible, effectivement, en cas de cohabitation. C'est aussi long. Faire une coalition, on n'est pas habitué en France, mais c'est long. Ce qui a surtout là été très long, c'est ce nom pour le Premier ministre. On pourra en reparler. Il y a Marité, salut Marité, qui nous a rejoint, qui se propose, elle, comme Première ministre. C'est une bonne idée. Marité propose ta candidature à Emmanuel Macron. Kyle, lui, nous dit, non, ce sera probablement avant la fin de la semaine, mais on ne sait pas quelle semaine, Émilie. Oui, on sent que ça devient indispensable d'y aller, je pense. Et plus le temps avance, plus ça ne peut avoir qu'un effet déceptif. Moi, à mon avis, c'est ça qui est problématique. C'est qu'à la limite, dissoudre, provoquer ce chaos,
plutôt, il aurait fallu presque aller jusqu'au bout et aller vers un Premier ministre ou une Première ministre tout de suite, quitte à ce qu'il y ait une motion de censure après coup, parce que là, quel que soit le nom, il me semble que ça va être la déception, ça va être le risque d'une motion de censure, donc une espèce d'échec qui continue. Moi, je pense que ça provoque aussi un autre effet, parce que vous disiez tout à l'heure, il y en a peut-être qui s'en foutent, et je comprends très bien. Le côté Premier ministre et le... Par nos métiers, ce sujet nous intéresse particulièrement. Bon, là, il y a les Paralympiques qui commencent aujourd'hui. Mais je crois que ça dépasse... des Jeux Olympiques. Mais je crois que ça dépasse ça quand même, parce que ça remet en question justement ce rôle que s'est donné le président, qui se veut maintenant un petit peu arbitre, ou alors, moi j'ai pas compris, hein, s'il était arbitre ou s'il était garant de la stabilité des institutions qu'il a lui-même mis dans un chaos pas possible. Et je pense que ça remet en question notre président, son rôle, son image, et ça, je pense que ça concerne un peu tout le monde, même si ça préoccupe pas au quotidien et que nous, probablement, on est plus préoccupés sur ça. Donc je pense que ça a vraiment des incidences très profondes qui vont rester quoi qu'il arrive, hein, moi je pense. Donc oui, ça nous préoccupe. Oui aussi, pendant ce temps-là, il se passe pas grand-chose, hein, parce que pas de Premier ministre, que des ministres démissionnaires. Bravo les ministres démissionnaires, hein, parce qu'ils commencent à rentrer en action. Et franchement, avoir cette image-là de ministre démissionnaire et d'essayer d'agir, bravo pour ceux qui le font, parce que ça doit pas être facile pour être crédible. Et il se passe rien. Projet de loi, proposition de loi, on parlait de fin de vie avant, on parlait agriculture, on doit parler budget. Qu'est-ce qui va se passer en attendant? Donc voilà, situation quand même très préoccupante pour un président qui a semé le chaos et qui fait semblant de vouloir assurer la stabilité des institutions maintenant. Est-ce que Bruno Cotresse partage cet avis? Oui, globalement. D'abord, moi, mon sentiment, c'est que ça conforte dans l'opinion l'idée de l'étrangeté de la politique depuis longtemps. Il y a un sentiment dans le pays d'impasse politique, mais qui date pas là de l'impossibilité d'avoir une majorité, de la difficulté de trouver un nom pour porter un gouvernement. Il y a un sentiment plus diffus et plus fort dans le pays d'une forme d'impasse. Vous savez, moi je travaille beaucoup sur les phénomènes de confiance dans la politique. On voit quand même que l'image globalement qu'a la politique dans le pays est détestable. Les gens, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils détestent les politiques, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a une image extrêmement dégradée. Et donc, la politique est perçue comme un univers étrange, qui a ses propres codes, qui a son propre langage, qui ne parle pas aux gens. Il faut pas... De ce point de vue-là, il ne faut pas se laisser berner par le taux de participation qui a remonté aux élections législatives. D'abord, il n'était pas si gigantesque que ça, hein. On n'était pas à 80% de participation non plus, hein. Et puis, on voit derrière des attentes un peu contradictoires. Donc, je pense que ça renforce ce sentiment d'étrangeté. Et effectivement, je rejoins ce qu'a dit Émilie Zapalski, c'est-à-dire que derrière, ça va laisser une trace, un legs qui est, au fond, peut-être que tout est possible dans la politique. Les élections ont lieu, mais il n'y a personne qui a gagné, nous dit le chef de l'État. Donc, on mesure mal les effets de plus long terme que ça, d'entendre notre chef de l'État nous dire que personne n'a gagné les élections, qui est un énoncé qui, en démocratie, est quand même un peu perturbant. Voilà, il n'y a personne qui a gagné les élections. Son camp les a perdus, mais personne ne les a gagnés. Donc voilà, je pense que ça va laisser une trace et qu'il faut effectivement que quelque chose se passe, non pas tellement la nomination, mais c'est plutôt de donner du sens à cette nomination. Si Emmanuel Macron nous sort un nom comme ça, mais que ça porte pas un projet, que ça correspond pas, qu'il n'est pas là pour nous dire je le fais parce que voilà, il y a une grosse raison très lourde et voilà les missions qu'il va avoir, pas seulement faire un gouvernement, mais voilà, qui donne du sens à ce deuxième tour des élections législatives qui nous a laissé un peu sur notre faim sur comment l'interpréter, où est-ce que ça va. Émilie, avant qu'on passe à la question d'après, qu'on ouvre le tiroir suivant, il y a Fenris dans le chat qui t'interpelle, je crois, qui dit bravo au ministre démissionnaire, j'ai du mal à suivre le raisonnement. Il faut que tu réexpliques ton raisonnement. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, on a un gouvernement Sa qui question, n'en en fait, est pas un. est assez légitime, puisque par exemple, on a la ministre de l'Éducation nationale, qui a fait sa conférence de presse. Et elle donnait pas l'impression d'être si démissionnaire que ça. Oui, je suis d'accord. C'est plus parce qu'on sait que c'est des ministres qui sont pas là pour rester, qui ont un rôle vraiment beaucoup plus technique
technique, c'est-à-dire en effet de prévoir la rentrée scolaire pour qu'elle se passe bien, mais ils n'ont pas de rôle politique, ils vont pas pouvoir lancer de réformes importantes, ils sont un peu comme des pantins, hein, c'est ce qu'on se disait un peu avant, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas insuffler leurs propres orientations ou l'orientation qui serait celle du gouvernement, puisque justement c'est un gouvernement démissionnaire. Qui est censé ne gérer que les affaires courantes. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est courageux d'arriver et de se positionner, de faire en effet comme Nicole Belloubet, sa conférence hier, et puis il y en a encore qui ont, qui commencent des déplacements, parce que quelque part, on sait qu'ils sont là pour pas rester, ils sont pas là pour rester, et donc ils sont un peu comme des pantins. Donc moi, je trouve que c'est très particulier, et je trouve que de la part d'un président, de les positionner comme ça, c'est aussi particulier de se servir un peu des gens comme ça et de pas comprendre que ça peut avoir des conséquences sur eux personnellement. Pour revenir juste sur Bruno, ce que tu disais, je pense que moi, je suis d'accord que ça met de l'étrangeté pour la politique, mais j'ai l'impression que les gens sont quand même intéressés, et surtout sur le plan de participer aux décisions. Et globalement, le seul avantage que je trouve à la situation, c'est qu'on a l'impression qu'on arrive à une fin de cycle, en fait, sur la démocratie, sur la République, sur la façon dont fonctionnent nos institutions, et qu'il y a quelque part un besoin, une envie de renouvellement, de repositionner différemment les choses. On a entendu, on l'entendait déjà au moment des Gilets jaunes, les idées de référendum un petit peu plus fréquents, de faire parler les gens de démocratie, de demander leur avis aux gens. Toutes les conférences, les concertations citoyennes, même si elles n'ont débouché globalement sur rien, elles se sont super bien passées. Donc les gens sont mûrs, sont matures pour participer, mais il va falloir peut-être réinventer ça si on a le courage et si on y arrive jusqu'au bout, quoi. Alors justement, moi, par rapport à ça, je trouve que c'est assez intéressant. Emmanuel Macron a fait effectivement des consultations après le grand débat, après les Gilets jaunes, qui n'a débouché sur rien du tout. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, il a fait un petit peu la même chose, sauf que cette fois, il a joué avec les institutions de la Ve République. Le grand débat, personne n'a dit dans la Constitution française qui organise un grand débat devra en tirer les conséquences. En revanche, il y a un truc qui s'appelle les élections législatives et ça engage un peu plus. Et le fait, là, d'être... en tout cas de refuser quand même de prendre acte du résultat des élections législatives, parce que lorsque Emmanuel Macron lorsqu'il dit que tout le monde a perdu, effectivement... Tout le monde, personne n'a vraiment gagné. À la rigueur, je pourrais le rejoindre là-dessus. En tout cas, le NFP n'a pas assez gagné pour que sa victoire ne soit pas discutée et qu'elle permette, comme l'avait annoncé Jean-Luc Mélenchon au soir du 7 juillet, d'appliquer tout le programme, rien que le programme. Effectivement, on n'est pas dans un cas de majorité absolue qui permette ça. Mais si le NFP n'a pas assez gagné. En tout cas, la Macronie, ce qui était la majorité présidentielle, a perdu. Et en refusant d'acter quand même ce fait-là, en continuant à penser qu'il y a une voix au centre et que cette coalition qu'il appelle de ses voeux en fait depuis le jour zéro et qu'il est tout aussi persuadé aujourd'hui qu'il va pouvoir l'atteindre et qu'à un moment cette situation va se décanter et que cette coalition, jusqu'à raconter en fait un deuxième mensonge, parce que lorsqu'on nous dit les Français l'attendent, ils ont voté, voilà, parce qu'on nous dit ça aujourd'hui, l'hémicycle, enfin quand je dis on, je parle justement beaucoup de soutien d'Emmanuel Macron dans les médias. Des éléments de langage qui sont répétés, c'est voilà, les Français nous ont donné pour mission de s'entendre à l'Assemblée. Je ne pense pas que les Français ont donné pour mission à des groupes très radicalement opposés, qui n'ont probablement jamais été aussi opposés, avec le bloc à l'extrême droite, qui en quelque sorte gelé, parce que d'ailleurs personne n'entend les prendre dans une quelconque coalition, à part Éric Ciotti qui appelle l'union des droites, mais sinon voilà, c'est déjà 30% du corps électoral qui est gelé d'un côté, et de l'autre côté effectivement avec le bloc de gauche, avec un programme qui s'inscrit quand même en rupture, et du coup un bloc central qui est amenuisé, qui est déjà très réduit et qui ne doit finalement son salut qu'au Front républicain et à la bonne volonté quand même des électeurs de gauche d'avoir sauvé localement des députés macronistes ou LR. Pour en tout cas au moins une trentaine d'entre eux chez les macronistes, au moins une dizaine chez LR, c'est pas rien par rapport au nombre de leurs députés. Donc je pense pas que les Français aient donné ce mandat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce système bloqué? C'est là où effectivement on a du mal à comprendre qu'Emmanuel Macron n'ait pas dès le début annoncé un nom et charge à lui d'organiser quelque chose, de défendre. Moi je trouve que le fait, et en fait on s'en rend compte aujourd'hui, que Emmanuel Macron attende qu'on soit dans cette
position, ou aussi, parfois, on entend dire ça roule très bien, finalement, ça va. Alors là, quand même, on touche du doigt des difficultés, notamment par rapport au vote du budget, etc. Mais on peut se dire, finalement, le système suit son cours. Et pourquoi il suit son cours ? Parce que aussi, et on le voit très bien dans le refus catégorique d'Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre NFP, c'est la préservation de l'ordre économique établi. Ce qu'il ne veut surtout pas, c'est qu'on détricote des mesures comme l'âge de la retraite, qui seraient susceptibles, qui seraient probablement les seules mesures qui seraient susceptibles de passer avant que le gouvernement Castet tombe à gauche, pour reprendre les termes qui étaient en vigueur sous la 4e République. Et effectivement, on se dirigerait un peu vers une situation comme ça. Oui, j'ai l'impression, je rejoins complètement mes camarades sur le diagnostic, j'ai l'impression que Emmanuel Macron, il a concédé la défaite électorale. Il l'a dit, on a perdu. Par contre, la défaite politique, non. C'est-à-dire que pour lui, au contraire, on a presque le sentiment qu'il nous explique que jamais, au fond, la situation n'a été aussi optimale pour réaliser enfin son grand projet, la coalition de tous les centristes. Et au fond, on voit que le chef de l'État ne dévie pas. Il a plein de défauts, on est en train d'en parler. Il a une qualité, il est très fidèle à son analyse à lui. Alors après, on peut la contester, mais si on reprend ce qu'il dit au lendemain des législatives dans son fameux document, sa lettre aux Français du 10 juillet, c'est pratiquement mot pour mot ce qu'il a dit dans le texte publié hier pour refuser le nouveau Front populaire. C'est quasiment le décalque. Et tout ceci est pratiquement mot pour mot ce qu'il dit dans son bouquin Programme Révolution, publié en 2016, dans la perspective de 2017, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une aspiration profonde dans la société française à ce que les gens, entre guillemets, raisonnables, s'entendent entre eux autour d'un certain nombre de grandes thématiques. Donc là, on a le sentiment que, fondamentalement, il ne dévie pas de sa trajectoire. Oui, mais ça témoigne de quoi, ça ? C'est problématique. Ça témoigne qu'il a sans doute beaucoup de convictions sur lui-même, qu'il croit beaucoup dans ce qu'il pense, mais que le pays ne pense pas nécessairement comme lui, parce que le pays lui a renvoyé plusieurs fois des images contradictoires. N'oublions quand même pas qu'on est le seul pays européen qui a connu une crise comme celle des Gilets jaunes. Il n'y a pas d'exemple contemporain dans un autre pays occidental, en tout cas européen, d'une crise aussi dramatique fondamentalement. Et puis on voit qu'il cherche désespérément à ressusciter cette combinatoire, de dire voilà que les centristes de tous bords s'entendent, et au fond, je suis sûr que vous êtes d'accord sur un certain nombre de grands points. Même dans son courrier du 10 juillet, il listait déjà pratiquement les têtes de chapitre. Oui, mais c'est aussi, pour moi, le signe d'un déni total. C'est-à-dire que son projet, 2017, il n'a pas bougé, mais les choses ont bougé, c'est que en même temps, il est quand même parti largement à droite, ce qu'il n'a jamais voulu acter. Et le Parlement est un peu le résultat de ça, parce qu'à la limite, il aurait acté ce virage un peu à droite, il aurait fabriqué une alliance avec les LR qui soit un petit peu costaud, parce que maintenant, c'est plus acceptable pour les LR, et puis c'est pas au moment où le Titanic commence à couler que les LR vont rejoindre les macronistes. Mais il est dans le déni d'avoir vu ce que le en même temps dans la pratique donnait, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'il n'a pas réussi à équilibrer. C'est pas en même temps, pour moi c'est en même temps qui est très à droite. Là on aurait pu faire en même temps un peu plus à gauche, mais il n'en veut pas. Donc je pense qu'il est dans un déni de ce qui s'est réellement passé, et qu'il n'est pas allé, pour moi, au bout de la démarche, parce que ce en même temps était très attirant sur le papier. Ça marche pas a priori, mais c'est très attirant. C'est-à-dire de se dire, on va faire ce qui fonctionne un peu à droite, à gauche, d'une manière pragmatique. Mais il a oublié ce que tu as dit, Bruno, c'est-à-dire de désigner quelques thématiques vraiment fortes, mais qui tiennent. Et je pense que la France, il me semble, c'est ce dont elle a besoin maintenant, c'est-à-dire d'ambition. On est quand même un pays qui est différent des autres, même différent des pays européens, même très différent des pays européens. Moi, ça m'énervait beaucoup quand on disait au moment des retraites, faut s'aligner avec les autres. Non, parce que justement, nous, on a décidé de faire autrement pour les retraites, de faire différemment pour la protection sociale. On a toujours eu des choix très différents, même sur le plan culturel. L'intermittence, ça n'existe pas dans les autres pays européens. Sur la culture. Donc, il aurait pu se dire,
pourquoi pas se choisir quelques ambitions et voir qui, de droite ou de gauche, souhaite rejoindre ça. Il pourrait même encore, il aurait pu le faire, parce qu'il voit bien qu'il y a des leviers. Et je suis pas complètement d'accord avec ce que tu as dit, parce que dans les programmes, par exemple, du NFP, il y a des choses qui créeraient de l'accord. Hein. La taxation des super profits, même dans le camp macroniste, en tout cas dans les alliés comme le MoDem, ça faisait partie de leurs amendements. Mais justement, je disais qu'il y avait des choses économiques qui pouvaient créer service public, de l'accord. Service public, et ça fait partie un peu justement des demandes au moment des Gilets jaunes, de servir un peu d'autres territoires que les métropoles, tout ça. Donc je crois qu'il a raté un peu ce en même temps et qu'il peut plus l'appeler, il peut plus le refaire parce que on a compris que ça marchait pas, on a compris que c'était très à droite, et maintenant en effet ça fait un peu, je veux protéger plutôt mon électorat de droite, donc on n'y croit plus, quoi. Puis il y a quelque chose aussi, pardon, dans la coalition qui l'a rendu impossible par sa façon justement de gouverner, de faire quelque chose de très vertical. Enfin, et c'était son truc. Il détestait, en tout cas, il l'a théorisé. Il trouvait que le jeu des partis était médiocre, qu'il voulait s'affranchir de tout ça. Des syndicats, des parlementaires, de toutes des les élus. structures qui existaient pour faire quelque chose de en fait très centralisateur qui passe par lui, qui est aussi très vertical. Je veux dire, le mouvement macroniste, tout passe par Macron. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend la chose des fois un peu déconnectée, parce qu'on voit bien que cet ancrage local, que ces structures qui sont des fois des témoins qui peuvent faire remonter des choses en haut, ça fonctionne pas dans le cas du macronisme. C'est quand même un mouvement de métropole et qui n'a pas cette base, qui ne sillonne pas la France comme les autres partis qui ont des oreilles un peu des relais, même si avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, c'est de plus en plus dur, je dirais, pour faire remonter des choses, mais ça existe encore. Et dans le cas du macronisme, c'est très diffus. Et il y avait cette idée, voilà, de s'affranchir des partis. Et aujourd'hui, les partis lui reviennent en fait pleine balle en disant non, en fait, nous on est là, on est sur nos positions. Cette dissolution dans le macronisme, elle fonctionne plus. Et il dit maintenant, faut une coalition. C'est vrai que ça peut sembler antinomique. J'ai bien aimé le rapprochement que tu as fait tout à l'heure avec le grand débat. Ouais. Parce qu'au fond, ce que le chef de l'État dit qu'il attendait, c'était que les partis politiques se réunissent en une sorte de gigantesque congrès, et de là, fasse émerger un programme de gouvernement commun dont un porteur qui aurait fait apparaître un porteur. Et je pense qu'il y a une forme de sincérité quand il dit ça. C'est-à-dire que lui, il pense que la vie politique française devrait être comme certains autres pays européens, qu'on forme une coalition dans une culture proportionnaliste. Mais il n'aurait absolument pas abdiqué l'idée de donner le cahier des charges, le timing, au fond le périmètre de cette discussion, exactement comme au grand débat, où de manière paradoxale, il en appelle à un grand exercice de démocratie délibérative et participative, mais c'est lui qui fixe les 4 thèmes du grand débat. Et donc, presque les conclusions, parce que c'est lui après qui décide, comme la Convention citoyenne aussi. C'est lui qui rejette à la fin du grand débat national le référendum d'initiative citoyenne, qui pourtant est un des thèmes très importants. J'ai des collègues qui ont commencé à analyser maintenant les documents qui sont issus des cahiers de doléances du grand débat, et ils disent qu'un des points qui apparaissait beaucoup dans les cahiers de doléances, c'était les retraites, c'est injuste. C'est pas normal d'avoir travaillé autant et de finir avec une si petite retraite. Et enfin, au bout du compte, la réforme, c'était de prolonger l'activité de 2 ans. Donc voilà, on retrouve effectivement un petit peu des problèmes communs à la manière dont Emmanuel Macron aborde les grandes crises. Alors il y a plein de questions très intéressantes dans le chat, il y a plein de remarques très intéressantes, je vais essayer de les prendre dans le meilleur ordre possible, donc ça sera forcément dans le désordre, pardonnez-moi. Il y a Volca notamment qui dit « Incroyable qu'aucun journaliste », j'aime bien quand on attaque un peu les journalistes, on y va. Merci Volca, bienvenue chez toi, mais on l'aime bien Volca parce que il est là depuis le début. Incroyable qu'aucun journaliste ne dénonce le fait que Macron outrepasse ses fonctions. Il outrepasse pas tant que ça ses fonctions, Emmanuel Macron, constitutionnellement. Non, on va pas faire un cours de droit constitutionnel, mais peut-être que dans la pratique, c'est un peu limite. Je comprends en tout cas la question. C'est l'impression que ça donne. Il va jusqu'au bout de ce qu'il peut, en toute légalité, selon la Constitution. C'est lui qui choisit le Premier ministre. Mais lui, c'est vrai, c'est ce que tu disais, c'est que presque il décide du gouvernement et de ce que le gouvernement va faire derrière. Et c'est pour ça qu'il coince en disant le NFP non, parce que motion de censure derrière. C'est là où on peut se poser la question. Mais globalement, il reste complètement
complètement dans ses fonctions, il me semble. Complètement. La Constitution dit qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et lui, effectivement, il tire la ficelle jusqu'au bout. C'est là où il joue un petit peu là-dessus. Voilà, pour lui, le bon fonctionnement, ça veut dire la stabilité. Mais ça, le texte de la Constitution ne le dit pas, ne prononce pas le mot de stabilité, mais voilà, elle va englober ça sur l'idée du bon fonctionnement. Et lui, il dit, moi, je suis le garant de ça. Et donc, au titre de mes responsabilités les plus importantes, je vois bien que ça ne fonctionnerait pas. Donc, je ne peux pas retenir cette solution. On voit il faudrait que la Constitution dise il n'est pas responsable du chaos. Il ne doit pas être responsable du chaos institutionnel. On a une haute fonction publique qui pourrait faire marcher les affaires. Bien sûr. Disons que Emmanuel Macron, la Constitution est suffisamment vague pour pouvoir... elle avait été écrite aussi pour le général de Gaulle, donc c'était aussi un pouvoir, même si notre 5e République est un régime parlementaire, et aussi un peu présidentiel, ce qui faisait dire à certains le semi-présidentiel. Voilà. Mais c'est vrai que dans le cas d'une cohabitation, la jurisprudence voulait que le pouvoir soit à l'Assemblée. C'est pas vraiment le chemin que prend Emmanuel Macron. Et on a effectivement l'impression, et c'est là où je rejoins notre camarade Voltaire. Volca. Attention. Je vous disais Voltaire. Pardon, Volca. Aurore est sympa. Ouais, désolée. Oui, il va un peu loin parce qu'on a le sentiment qu'il veut être aussi son Premier ministre. Et en même temps, j'en ai pas si surpris quand on regarde l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. Je veux dire, en temps normal, il n'a pas laissé une grande latitude à ses premiers ministres. À tout le monde. Ni à ses ministres d'ailleurs, mais voilà, Gabriel Attal, alors même si Gabriel Attal, justement, s'est émancipé tout de suite, ça lui a pas plu. On a vu comment, d'ailleurs, à la faveur de cette dissolution, leurs différends ont été un peu rapportés dans la presse. Mais bon, Elisabeth Borne a passé son temps à manger son chapeau pendant tout son mandat. Et c'est vrai que c'était compliqué d'exister comme étant Premier ministre d'Emmanuel Macron parce qu'il a le fameux Jupiter, maître des horloges, blablabla, en tout cas un pouvoir très centralisateur et tout passe par lui. Et ben là, c'est ce qu'il fait. Il est à la fois, effectivement, on a l'impression qu'il veut se nommer lui-même Premier ministre et il prend en charge de trouver la meilleure combinaison pour se dire voilà, je suis le garant de la stabilité. D'autres présidents auraient sûrement eu une vision moins extensive de leur rôle et en disant le Premier ministre va essayer de me proposer quelque chose et j'accepterai ou non. Émilie Zepatski, puis Bruno Cottres. Je pense que ça a deux conséquences, c'est que il a fixé toute l'attention sur lui, c'est toujours lui qui est décisionnaire, c'est toujours lui qui fait, donc c'est lui à qui on reproche tout ce qui se passe. Il a vraiment personnalisé son échec, quoi. Ça, c'est vraiment de lui, finalement. Il aurait un peu dispatché les responsabilités avec des gens à qui il faisait confiance, à qui il déléguait, Premier ministre, ministre, élu, parlementaire. Ça aurait été moins difficile, il y aurait eu moins cette colère et cette haine qu'on sent arriver jusqu'à lui en ce moment. Et deuxième chose, je pense que ça remet en question, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2017, Macron, c'était disruptif. On entendait tout le temps. Je suis disruptif, c'est ça, la révolution, son livre. On n'est plus du tout dans le champ de la disruptivité. C'est quand même, c'est super, c'est le roi, je décide, les autres doivent... Et en même temps, il disrupte la Constitution. Il va jusqu'au bout de la Constitution, mais pour être à l'ancienne, vraiment. Il n'y a rien de disruptif dans ce qu'il fait. Disruptif, ça aurait été d'accepter une cohabitation, ça aurait été de se positionner différemment, ça aurait été... Et je trouve que là, c'est vraiment... Il gouverne à l'ancienne, c'est vraiment un président jeune mais avec une tête faite à l'ancienne qui veut tous les pouvoirs et moi je rajouterais, je pense, avec une teinte de narcissisme poussée à l'extrême, c'est-à-dire il faut que ça soit moi parce que sinon, en effet, je pique ma colère et je décide en fonction d'une dissolution. On va ouvrir ce tiroir juste après, Émilie, si ça te va, parce qu'il y a une question sur un peu on va se mettre dans la tête d'Emmanuel Macron. Bruno, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, juste pour ajouter un point sur est-ce qu'il outrepasse ses pouvoirs, etc. Alors, le texte de la Constitution dit qu'il nomme le Premier ministre, mais qu'il nomme aussi les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Le diable est dans le détail. Quand ça fonctionne bien, on voit que c'est lui qui, en synergie avec son Premier ministre, de son camp politique, font une équipe composée de leurs alliés ou de ceux qui sont du même bord qu'eux. En situation de cohabitation, il est arrivé à l'époque de Mitterrand
que le chef de l'État mette un veto sur un nom qu'il considérait comme quelqu'un ne pouvant pas occuper une des fonctions régaliennes. Ça peut être les affaires étrangères, la défense nationale, le ministère de l'Intérieur. Donc là où le chef de l'État peut considérer que sur ces questions-là, où la représentation de la France ou la sécurité des Français serait en jeu. Mais on ne peut pas dire qu'il outrepasse. On peut dire par contre qu'il pousse jusqu'au maximum le curseur que la Constitution lui donne. Et on voit qu'avec, si ça avait été la nomination de Lucie Castet, on aurait pu sans doute s'attendre à de très nombreux vétos et à un jeu très compliqué sur les nominations. On imagine Emmanuel Macron nommant des ministres de la France insoumise, etc. Là, ça aurait été de mémoire quelque chose de très, très tendu. Nassoum nous dit, en gros, il essaie de tirer la corde pour essayer de réunir un nouveau centre républicain, posant l'hypothèse que le NFP, le nouveau Front populaire, ne serait pas capable de faire passer ses lois, ce qui est fort probable également. C'est en même temps bis, donc c'est toujours espérer de pouvoir réunir à droite, à gauche, tous ceux qui sont en effet républicains. Ça paraît mal parti, puisque Laurent Wauquiez lui a donné une fin de non-recevoir, en tout cas en termes d'alliance, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que Laurent Wauquiez a dit. Voilà, c'est ce que Laurent Wauquiez a dit, il dit pacte législatif. Et côté NFP, j'ai pas l'impression que même si on sent un peu des divisions sur l'approche, que ça crée tellement un chaos qui amènerait une gauche républicaine à marcher avec les macronistes. Non, je pense que en même temps, il est réduit en peau de chagrin. Donc, et moi, pour poursuivre ce que je disais, je pense que ça valorise quand même les autres, parce que je trouve que dans cette séquence, Laurent Wauquiez, qui revient quand même d'un moment où il n'était pas très présent, il remonte un petit peu sur le devant de la scène. Les Républicains réapparaissent comme un parti un peu costaud, classique. En plus, Éric Ciotti a embarqué les éléments sulfureux RN compatible. Le PS, c'est pas encore très clair, mais on sent François Hollande qui monte. J'ai l'impression que voilà, tout ce monde-là qui avait été écrasé par le macronisme commence à un petit peu, on sent les petites pousses vertes là qui rejaillissent ici ou là. Du dégagisme. Un petit peu, oui, je sens ça. Oui, non, totalement. On voit qu'effectivement, c'est ça qui est intéressant dans la période pour tous ceux qui aiment la politique et qui aiment regarder le spectacle de la politique et l'analyser, c'est qu'on voit qu'il y a une dimension vraiment intéressante de la pratique politique, de la politique. Le chemin se fait en se faisant, en marchant, et des événements inattendus arrivent. On ne saura jamais. On va voir, mais je crois qu'on ne saura jamais ce qu'aurait donné comme effet inattendu si effectivement Macron avait pris au sérieux la proposition de Jean-Luc Mélenchon, en disant « Ok, banco, on fait un gouvernement du nouveau Front populaire sans les insoumis à l'intérieur ». Et ça aurait sans aucun doute produit des effets sur le nouveau Front populaire, ça aurait sans aucun doute peut-être accentuer certaines tendances à l'autonomie des socialistes à l'intérieur de leur coalition. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans la période qu'on est en train de vivre. Et effectivement, Emmanuel Macron compte sur ces effets de faire bouger les lignes en disant si finalement je nommais un Premier ministre qui a on va dire un profil un peu techno, mais quand même qui vient un peu des rangs du centre-gauche, qu'est-ce que ça va faire chez les socialistes? Est-ce que les socialistes vont avoir envie de sanctionner l'un des leurs, de le retoquer? On voit les socialistes disent l'appel à manifester des insoumis, pour le moment, on n'y est pas. Mais on voit bien que Emmanuel Macron, par rapport au NFP, Emmanuel Macron attend l'éclatement du NFP, il l'attend depuis le début, puisque pour réaliser sa fameuse coalition des raisonnables, il a besoin du Parti socialiste, ou en tout cas une grande partie des députés socialistes. Et encore, ce sera quand même très très juste si c'était le cas. Et c'est vrai qu'on peut logiquement penser, en tout cas les observateurs, que la nomination de Lucie Castet était le plus sûr moyen pour arriver en fait à ça, puisque c'était pas un gouvernement qui pouvait tenir très longtemps, même si effectivement il y avait des lois un petit peu, je dirais, d'urgence sociale qui auraient pu être prises, avec notamment d'ailleurs des voix, ce qui aurait posé des cas de conscience à la gauche de voter ce genre de loi avec notamment le RN. Je pense à la réforme des retraites, bien sûr, mais pas nécessairement que ça. Et donc, voilà, il y avait cette première hypothèse où si le gouvernement Castet était renversé, eh bien,
on peut en tout cas penser que les socialistes auraient été plus enclins à dire bon ben pour ne pas rester dans un blocage, allons explorer une autre voie qui passe par acter la fin du NFP puisqu'il est tombé devant l'Assemblée. Or là, Macron, ce qu'il veut, lui, c'est une reddition entre guillemets des socialistes à ses propres termes. C'est-à-dire que dès le début, c'est voilà, je vais vous mettre un nom comme Cazeneuve dans les pattes, mais ou un autre, et on va voir si vous allez vous renier, ou en tout cas si vous allez renier le programme sur lequel vous vous êtes présenté, celui du NFP, celui de l'alliance avec les écologistes et la France insoumise, et que vous allez venir directement, finalement, sans avoir livré cette première bataille qui aurait pu permettre aux socialistes, je dirais, de partir, pas avec les honneurs, mais en tout cas en disant on a essayé. Là, c'est vraiment... voilà, et du coup, ça donne une situation qui est très difficilement tenable pour le Parti socialiste, parce qu'en ce moment, ils sont brinque-ballés entre la France insoumise, qui d'un côté fait assaut de radicalité en les mettant à chaque fois devant le fait accompli. Hein, c'est nous, on va destituer le président de la République, c'est nous, on va faire une marche pour se mobiliser. Et eux, à chaque fois, en gros, ils ont deux choix, c'est où ils sont les sociotraîtres, ou ils sont un petit peu les larbins, et ils se mettent dans la roue de Jean-Luc Mélenchon et ils disent oui d'accord, on suit. Donc c'est ça, et on voit bien que les courants qui traversent le Parti socialiste sont aussi révélateurs de ça. Bon, il y a des gens qui n'ont jamais été, mais ils sont minoritaires au Parti socialiste, et ils sont assez minoritaires quand même chez les députés à l'Assemblée, ceux qui n'ont jamais voulu de cette alliance et qui n'ont jamais voulu du NFP. La NUPES aussi. Voilà. Et par contre, il y en a d'autres qui sont, qui voient bien que le mouvement a repris un petit peu du poil de la bête. Alors à la fois à la faveur des élections européennes avec Glucksmann, mais aussi à la faveur quand même de la ligne Olivier Faure, qui leur a pas si mal réussi ces dernières années, en reprenant. En fait, pour le PS, il s'agissait aussi de faire oublier la trahison, entre guillemets, de François Hollande, hein, qui avait dit « mon ennemi, c'est la finance ». Au final, pas du tout. Et c'est même son ministre de l'économie qui est devenu président, et où on peut pas du tout dire que son ennemi, ce soit la finance. Donc, c'est un petit peu ce péché originel. Et qu'est-ce que fait le PS à partir de ça? Et c'est vrai que le pari qui avait été fait de la ligne Faure, c'était de se regauchiser, de se remettre à gauche, et ça voulait dire marcher aussi un peu avec la France insoumise. Donc aujourd'hui, le PS, et d'ailleurs les rencontres de Blois qui s'ouvrent à l'université d'été, qui commencent demain, ça va être assez sportif. Wataï dans le chat nous dit Emmanuel Macron est en train de viscéralement énerver les gens. Est-ce qu'il ne s'en aperçoit pas? Et donc il y a un peu de questions. C'est est-ce qu'il s'en aperçoit, et puis pourquoi il ne s'en apercevrait pas? On en parlait un petit peu dans l'ascenseur. En fait, parce qu'avant que les invités arrivent, ils prennent l'ascenseur. J'étais dans l'ascenseur. Et on parle. Quand on regarde les enquêtes d'opinion qui sont réalisées sur l'image d'Emmanuel Macron, on voit depuis presque le début que les lignes d'opposition n'ont presque pas changé. Et effectivement, dans une majorité de l'opinion, puisqu'il est en popularité minoritaire. Là, il est vraiment, lui, en minorité. Sa popularité est autour de même pas 30%, entre 25 et 30%. Mais les raisons pour lesquelles les gens ne l'aiment pas sont des raisons qui sont effectivement très, 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 très fortes. Au fond, il y a 2-3 grandes discours que les gens tiennent sur Emmanuel Macron quand ils ne l'aiment pas. Le premier discours qui est omniprésent, c'est le narcissique arrogant qui manque d'humilité. Le deuxième discours, c'est le président des riches. Et il y a une troisième dimension qui vient, qui est presque comme si certains lui vont dire mais au fond, il n'est pas comme nous. Il ne peut pas nous comprendre parce qu'il n'est pas comme nous. Et en toile de fond, il y a toujours cette idée qu'il ne peut structurellement pas comprendre le pays qu'il dirige, parce que tout lui a réussi dans la vie, parce qu'il a réussi tout très jeune, parce qu'il est devenu puissant, célèbre, riche, très jeune. Et donc, il y a une sorte d'impossibilité pour lui de comprendre le pays. Et ça, la réunion des trois, effectivement, fait un très gros agacement, et j'irais même jusqu'à dire une très grosse colère contre lui, pour la partie qui lui est négative. Il y a des Français qui continuent de l'admirer, de le porter au nu. Ils sont minoritaires. Moi, je pense qu'il y a cette question, en effet, d'un Emmanuel Macron. Au-delà de comprendre même les gens, c'est de les considérer, quel que soit leur profession, quel que soit leur niveau social, quel que soit le territoire dans lequel ils vivent. On a l'impression qu'il y a cette difficulté
Moi, j'ai l'impression qu'il y a même un manque de curiosité, en fait. C'est comme si il avait des idées déjà préconçues, qui sont très peu profondes, notamment quand c'est des gens qui sont d'un milieu différent que lui-même. Et il n'arrive pas à être curieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jacques Chirac, il avait cette curiosité, même s'il ne faisait pas beaucoup plus. Il l'interprétait assez mal, mais au moins, il faisait cet effort. Voilà, c'est ce qu'il donnait à voir. Mais il y avait ce capital sympathie, même Sarkozy, quelquefois, avait ce capital sympathie, parce que on sentait qu'il était intéressé un peu par les gens, alors qu'Emmanuel Macron, il y a cette espèce de mur. Moi, je me souviens que j'avais été très surprise parce qu'il lui avait fallu, par exemple, beaucoup de temps pour comprendre la déconjugalisation, vous vous souvenez, de l'allocation handicapée. Il a été surpris parce qu'il y a une dame, d'ailleurs c'était dans vos murs, hein, je crois que c'était à France Info, une dame qui lui a dit, moi, il faut que je choisisse entre l'argent et l'amour, parce que si j'épouse mon mari, je perds mon allocation et je suis plus indépendante. Enfin, si j'épouse mon amour, celui que j'aime. Et d'un coup, il a été touché, parce que là, tout d'un coup, ça lui est livré. Il n'est pas capable de s'imaginer ça sans avoir une démonstration personnelle. Et c'est souvent comme ça. Pour la fin de vie, c'est pareil. Il avait été touché par la chanteuse qui lui dit, il faut agir là-dessus. Ah oui, ok, il faut agir là-dessus. Enfin, c'est fou de ne pas avoir la curiosité, l'envie de comprendre ce que vivent les gens, de se dire, moi je peux être boulanger dans un territoire qui n'est pas une métropole, je peux être content de ma vie, pas avoir envie de devenir banquier, mais simplement j'ai envie d'avoir un hôpital pas loin, d'avoir ce qu'il faut pour vivre, de pas... Mais non, il n'y arrive pas, quoi. Il est dans un schéma préconçu, et cette manque de curiosité, moi, ça me scotche quand même. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à son manque d'oreille déjà de son mouvement. Il y a deux choses, je pense. Il n'y a sûrement pas assez de personnes qui lui parlent. Dans son entourage, comme l'ont la plupart des politiques, même s'il en voit, alors on sait qu'il aime bien dire voilà, comment tu vois les choses, c'est le fameux monsieur, comment il disait là, monsieur, pas Michel, mais il avait, oui, Madame Michu, oui, mais il y avait un nom, Jojo ou Jojo, je crois. Mais comment tu vois les choses à un conseiller, des gens lui répondent, mais en fait, je pense que déjà pas assez. Et surtout, il n'écoute pas assez. Et ça ressort un peu aussi des gens qui l'ont côtoyé, des déçus du macronisme, qui se sont rendus compte qu'en fait, il prêchait des fois dans le désert et que le président, de par son brillant parcours, était persuadé finalement d'avoir toujours raison, d'avoir la meilleure interprétation de la situation possible, et que du coup il y avait ce manque un peu d'écoute. Et puis on se souvient des petites phrases effectivement de ceux qui ne sont rien, voilà, dans une gare se croisent des gens puissants et puis ceux qui ne sont rien, enfin c'était beaucoup surtout au début de son mandat, ça après il y avait, mais il est jamais à l'abri de ce genre de dérapage, et qui montre un peu une déconnexion. Et c'est vrai que la plupart de ces ministres, en tout cas personne n'a réussi véritablement en Macronie à inverser ce rapport. On l'a vu, même Gabriel Attal, qui globalement a dans son itinéraire personnel sillonné Saint-Germain-des-Prés et la rive gauche de Paris, mais on ne voit pas une connexion vraiment avec la France. Un peu Jean Castex, qu'on voit toujours dans le métro, voilà, le côté comme ça, Jean Castex un peu normal, était le mec normal, alors qui a été beaucoup moqué pour ça, mais c'est vrai que c'était presque une exception, et en plus c'était dans une période tellement compliquée, celle du Covid, qu'on ne l'a pas vraiment vu en situation. On l'a vu dans cette sorte de bulle où on était tous, où on n'a jamais d'ailleurs tous été aussi déconnectés de nos propres vies. Donc finalement, le fait que lui était connecté était presque au moment où ça a le moins joué. C'est vrai qu'on le voit aujourd'hui comme une sorte de quotient sympathie. Ah, mais on se souvient, mais il était Premier ministre. Vous voyez, je ne l'ai même pas cité tout à l'heure. Avant, mais voilà. Et c'est vrai que c'est un peu ça le problème, l'enfermement un peu dans cette tour d'ivoire d'Emmanuel Macron. Et ce qui est marrant, c'est que cette image s'est figée très vite. Donc d'une certaine manière, on voit, c'est pas l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir, forcément, ça fait des déçus. Ça fait des déçus dans l'équipe avec laquelle on travaille, ça fait des déçus dans l'opinion. Il y a un moment donné où l'opinion a le sentiment qu'on connaît tout du personnage, il ne surprend plus, il a déçu, il a trahi certaines de ses promesses, voilà, ça c'est normal. Mais lui, ça s'est figé très vite, ce dont je parlais, qui est l'image qui est renvoyée par les enquêtes d'opinion. Il y a eu une grosse année
pendant laquelle une partie de l'électorat qui ne l'aimait déjà pas bien disait « ouais d'accord, mais il est jeune, il faut lui laisser sa chance ». Et ce segment de l'électorat qui disait il faut lui laisser sa chance, voir qu'est-ce que ça donne, a été déçu assez rapidement au bout d'un an et demi. Le grand tournant, en fait, fondamentalement, c'est les Gilets jaunes. On peut même presque dire que dans son image, dans l'opinion, quelque chose, et je pense peut-être aussi dans sa pratique du pouvoir, dans l'image qu'il porte sur lui-même et son propre parcours politique, il y a un ressort qui s'est cassé, qui n'est jamais fondamentalement revenu. L'opinion est quand même restée sur l'ampleur terrible de cette crise. Il y a eu ensuite le Covid, qui a permis de passer à autre chose. Il a été beaucoup associé à l'image de la gestion de crise. Ceux qui lui reconnaissent des mérites disent toujours il assure en gestion de crise. Voilà, il sait faire face aux grandes crises, etc. Mais l'image négative de quelqu'un qui ne parle pas avec le pays, qui ne sait pas comprendre le pays, reste très importante. Je pense qu'au moment des Gilets jaunes, ça s'est vu parce qu'il a mis beaucoup de temps à considérer ces personnes-là. Je me souviens d'images qui étaient assez incroyables parce qu'il allait féliciter la police. Et il y avait les Gilets jaunes, je me souviens d'une dame qui le regardait, qui n'était pas du tout agressive ni rien, et qui attendait juste une chose, c'est d'avoir une mini reconnaissance, juste qu'on constate qu'elle était là et qu'elle avait des revendications. Et il a mis beaucoup de temps. Après, il a lâché des milliards d'euros, mais il a mis beaucoup de temps à les reconnaître. Et je pense que ça s'est vu. Puis il y a aussi le premier truc, c'est l'ISF. La suppression de l'ISF, c'était président des riches marqué. Mais je pense qu'il y a autre chose. Moi, je viens de la communication et j'ai l'impression qu'on a du mal à savoir quand est-ce qu'il est vraiment authentique, sincère, même si ça se joue, ça se joue parfois. On a cru le voir au moment où il a prononcé son discours pour dissoudre. Exactement. Voilà, j'allais prendre cet exemple-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il était en costume 3 pièces noir. Noir. Il n'a jamais eu à peu près un costume noir. Et il l'avait. Et c'est vrai que c'était la seule fois où on avait l'impression qu'il était authentique, il était colère. Il n'était pas sympathique. Il était colère, mais il était dans une colère sincère, c'est-à-dire, vous avez voulu ça ? Eh bien, moi, je vous remets dans les dents que vous allez revoter. Vous voulez le RN ? Ben, allez-y, voyez ce que ça fait. Et je pense que ça, c'est un problème, c'est-à-dire que c'est comme un président comédien, c'est ce qu'il aimait d'ailleurs quand il était jeune, qui joue toujours. Il joue au moment des commémorations. Très bien, d'ailleurs, très beau discours, un peu lyrique, un peu trop, mais bon. Il joue au moment de l'Europe, il joue au moment international, il joue tout le temps. Et en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'il est sincère. Et je pense que ça, c'est très compliqué à gérer pour une population, parce qu'on se dit, mais alors là, il bluffe, là, il est quoi ? Il a sa casquette. Je trouve que ça en termes de communication, c'est pas terrible. Je suis entièrement d'accord et je trouve qu'il y a quelque chose, souvent dans ces discours, on se dit, ah tiens, là il joue à De Gaulle, là il joue à Pompidou, il joue à Mitterrand, il joue à Giscard. D'ailleurs, il serait presque à jouer à Giscard. Je pensais à ça tout à l'heure quand on parlait de son aspect un peu froid, quand Giscard, qui souffrait aussi un peu de ça, était jeune président, avait décidé de s'inviter au dîner des Français, dans les maisons des Français pour faire un peu peuple. C'était, quand on revoit les images, voilà, ça fait rire, mais finalement, Macron, on serait presque là de se dire je vais aller voir les Français. Mais bref, et du coup, on a un peu l'impression qu'il joue et c'est comme sûrement, alors je ne veux pas faire un peu de psycho de comptoir, mais intimement lié à son parcours, à comment il a grandi, toujours un peu comme un enfant précoce, entouré d'adultes, où finalement il est célébré, il joue au grand et il est félicité pour ça et se dit qu'est-ce qu'on attend de moi à ce moment-là, quelle est la meilleure personne que je puisse incarner par rapport à ce que souhaite l'adulte autour de moi. Et on a vraiment le sentiment qu'il y a un côté comme ça quand il est caméléon et qu'il se dit voilà, je vais me glisser dans la posture de telle ou telle personne, mais finalement qui est Macron, quel est son style, quel est à part ce qui transparaissait au début, qui était un petit peu ce style de la start-up nation, de on ose tout un peu à l'américaine. Et d'ailleurs, était-il vraiment cela ou était-ce encore une façon d'incarner un nouveau type de président qui pensait pouvoir réussir, puis s'est dit finalement, ah ben non, la France est quand même très traditionnelle, on va rejouer ces classiques. Effectivement, il y a un côté insaisissable qui est très compliqué pour les Français et pour son entourage, à tous les niveaux. Je pense Belle analyse psy, bravo. Je pense qu'il est fondamentalement quand même de culture d'un haut fonctionnaire français issu de l'inspection des finances. On voit à de nombreuses reprises, en particulier, ça a éclaté pendant le grand débat,
qu'il n'est jamais aussi à l'aise et fluide dans sa pensée, dans son agilité intellectuelle, que dès lors qu'il s'agit de faire de la tuyauterie administrative, d'expliquer, de concevoir des dispositifs ingénieux au plan technocratique. Et là, on voit quand même la culture de l'énarque, inspecteur des finances, qui est quand même fortement présente chez lui, avec ce rêve qu'ont souvent ces grands corps de l'État d'être des modernisateurs de l'État, et avec un rapport un peu ambigu à l'État. L'État est quand même très présent dans la pensée d'Emmanuel Macron. De ce point de vue-là, il y a la dimension libérale chez lui, mais de ce libéralisme français... C'est l'État sans le politique, c'est l'État du grand comité d'État sans le politique. Voilà, de ce libéralisme français où l'État impulse, il dit à la société qu'est-ce qui doit être fait, l'idée de grands projets, de grandes infrastructures, de grandes visions portées par l'État, je pense, est très importante chez lui. Donc de ce point de vue-là, on voit la culture du haut fonctionnaire de l'inspection des finances. Et par contre, par rapport à d'autres modèles comparables, ce qui le caractérise, c'est l'absence de corpus idéologique dans laquelle il a été ancré à un moment donné. Il n'y a pas de... On sera en mal de citer quels sont les auteurs qui définissent qu'est-ce que c'est que le macronisme. On peut citer facilement des auteurs qui disent qu'est-ce que c'est que le socialisme de gauche, qu'est-ce que c'est que le libéralisme économique, mais qu'est-ce que c'est que le macronisme, on ne sait pas bien. Et donc dans les situations de troubles, de crise, c'est important que les politiques, à un moment donné, montrent un peu vers quelle étoile ils vont, au titre d'une grande conviction idéologique. Et là, on ne l'a pas, ce qui fait un sentiment, effectivement, de caméléon. Ouais, mais je trouve que c'est... Quelque part, enfin moi je vais rester positif, c'est aussi encourageant parce que ça veut dire qu'on a besoin de ça, on a besoin d'idéologie, on a besoin de valeurs, on a besoin de fond en fait, c'est de sens globalement, hein, et c'est ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'arrive pas. Et d'autre part, il n'a pas été très visionnaire parce que c'est vrai qu'il s'est présenté comme un type de la Startup Nation, très moderne et tout. Transition écologique, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Pour lui, c'est une contrainte. C'est pas, faut pas. Si on l'écoute, hein, il y va contraint et forcé. Édouard Philippe d'ailleurs aussi avait reconnu que c'était pas du tout son truc. La souveraineté, tout ça, il l'a fait parce qu'il y a eu ces crises-là. C'est vrai que je dois dire que c'était globalement, à part Montebourg et le Rassemblement national. Pas beaucoup de gens en parlaient, et pourtant c'est vraiment quelque chose qui est partagé par tout le monde. Je trouve qu'il n'a pas été... la réindustrialisation, alors ok, il s'est lancé là-dessus avec l'attractivité, et puis tout d'un coup il se rend compte que vendre comme ça la France, c'est pas toujours bien, et qu'il faut encore cette souveraineté économique, il faut la penser. Moi je le trouve pas très visionnaire, pas très stratège, hein. Il est peut-être tactique, malin, mais il n'est pas très stratège, hein. À long terme, ça dessine pas. Et je trouve que c'est rassurant qu'on en ait besoin. Alors, on l'a pas encore, on ne sait pas d'où ça pourrait venir, mais en tout cas, on sent bien qu'en France, il y a ces passions-là pour l'idéologie, pour des ambitions. Moi, je continue à me dire que la France, elle a beaucoup bougé sur des ambitions qui étaient peut-être démesurées, mais c'est ça aussi qui fait vivre et battre le cœur des Français et des Françaises ensemble, quoi. Je pense, et c'est ce qui manque en ce moment. Aurore ? Oui, c'est en fait je pense que le début, peut-être l'idéologie, en tout cas, c'était une absence d'idéologie. Du pragmatisme. Voilà, le pragmatisme. On se souvient notamment ce qu'il avait fait pour que Uber arrive en France lorsqu'il était ministre de l'économie, comment il avait voulu faciliter en se basant vraiment sur ce pragmatisme, en disant voilà, dans les banlieues, il y a un problème de chômage, il y a des discriminations à l'embauche, Uber peut être le moyen justement de résoudre ces problèmes, vous inquiétez pas. Il avait eu ces rendez-vous qui ont été relatés après dans la presse avec la direction d'Uber pour faciliter justement leur arrivée en France. Et en fait, ça valait partout. Et c'était un peu l'idéologie du en même temps. On ne se met aucun carcan idéologique, on sort de ces partis sclérosés qui empêchent finalement de réfléchir. Donc, dans une certaine mesure, est-ce que c'était à ce moment-là, est-ce qu'il a senti qu'il y avait un désir en France aussi pour ça, et que je ne pense pas que c'était fin chez lui, cette envie d'efficacité. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté haut fonctionnaire, et un haut fonctionnaire qui essaye de penser un peu, voilà, comme les gens de la Startup Nation adorent dire, out of the box. Et voilà, c'était vraiment ce désir-là. Et sauf que dans la recomposition, je dirais aussi un peu du monde, et de façon intellectuelle, la façon dont les gens ont aussi besoin de se réancrer justement sur des principes, et
ça a été c'est en ce moment un peu, on assiste à un retour des idéologies, à des redéfinitions de ce que c'est justement la gauche, de ce que c'est la droite, et on voit bien dans l'hémicycle justement de l'Assemblée nationale, l'extrême droite a grossi, la gauche aussi, la gauche radicale a grandi. Donc on est vraiment dans ce retour en fait de ces croyances et de ces principes, et du coup la vision hyper pragmatique, on s'affranchit de tout d'Emmanuel Macron apparaît un peu anachronique dans ce modèle-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que au titre de cette idée de moderniser, c'est l'idée au fond de faciliter la vie, qui est un objectif intéressant. C'est important que l'État ait cet objectif, mais effectivement, ça ne renvoie pas une vision à laquelle on peut se raccrocher. Il y a des choses qui ont bougé, ils ont fait des choses qui vont dans le bon sens. Par exemple, ils présentent beaucoup le reste à charge zéro pour un certain nombre de soins dentaires, par exemple, comme une vraie avancée. Le droit à l'erreur, rectifier sa déclaration d'impôt en ligne, le droit à l'erreur. Donc autant de signaux qui sont envoyés d'une vision d'abaisser les barrières de la défiance fondamentale qu'a la société civile vis-à-vis de l'État et réciproquement. Mais ça, on est resté au milieu du gué. C'est bien, toutes ces évolutions, elles ont rendu beaucoup de services, ça va dans le bon sens. Mais ça ne constitue pas pour autant, ça ne déverrouille pas pour autant notre système social. L'ascenseur social est toujours autant bloqué, il est toujours aussi très difficile. Si on a des origines modestes et si on est issu d'une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens, il est quand même toujours aussi difficile d'avoir une vie aussi facile que dans une famille où on est à l'aise. L'accès aux grandes fonctions économiques, aux grandes fonctions politiques, il est toujours extrêmement filtré sociologiquement dans nos pays. Donc on voit que certaines améliorations, il faut le reconnaître, ont été apportées, mais on n'a pas changé fondamentalement, de ce point de vue-là, les grandes inégalités territoriales et sociologiques. Alors Aurore, il y avait Alain qui t'interpellait dans le chat, mais en fait je ne sais pas trop pourquoi. Alain, tu as quelques minutes pour préciser ta question, qui dit « La France ne se limite pas à Paris, madame la journaliste ». Bon, madame la journaliste, je pense que c'est toi plutôt que moi, mais je n'ai pas vu Aurore Malval dire que la France se limitait à Paris, et c'est surtout pas ce qu'on veut faire à France Info. Donc Alain, reformule ta question et on sera heureux d'y répondre. Il nous reste quelques minutes et il y a une question de Sergio. On va revenir à peut-être un tiroir qu'on aurait dû ouvrir en début de stream. C'est pourquoi le NFP, le Nouveau Front Populaire, s'obstine à proposer Lucie Castet alors que personne en face n'en veut. C'est elle le problème ou c'est la gauche ? Le problème, c'est qu'ils ont proposé d'autres noms et c'était compliqué. C'est quand même très difficile de trouver une personnalité à gauche qui soit pas trop connotée justement LFI, la France Insoumise ou soutien de Mélenchon, qui puisse faire l'accord. Une femme, enfin une personnalité qui puisse créer du consensus, quoi, et qui soit assez, j'allais dire revêche, en tout cas assez courageuse pour emmener tout le monde. Donc c'était compliqué déjà de sortir des noms. Maintenant, je pense que comme ils ont trouvé cette personne-là, qui l'ont imposée, voilà, ils essaient d'aller jusqu'au bout de la démarche, mais c'est pas gagné. Alain, je ne comprends toujours pas ta question. Il va falloir que tu la reposes. Attendez, pardon. Oui, et on a Elana qui nous dit c'est Macron qui ne veut pas de la gauche, quelle que soit la tête. Il y a quand même cette question, moi je trouve au fond, c'est un peu l'impression que ça donne. Et Mélenchon a fait cette espèce de coup assez malin, mais qui n'a pas été très durable, de dire ok, un gouvernement NFP mais sans LFI. Macron lui répond, en gros, s'il y a le programme NFP, ça ne marchera pas. Mais je trouve qu'il y a quand même cette espèce d'épouvantail que représentent des mesures de la gauche. Pour Macron, c'est vraiment clair. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En même temps, il est définitivement beaucoup plus à droite. Et Macron aurait pu être la nouvelle droite française s'il était allé jusqu'au bout de la démarche. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alain, je ne sais toujours pas ce que tu dis. Alain, non, je te taquine, Alain. Alain qui dit non, c'était une constatation, mais je vois toujours pas ce que tu as constaté. Mais ça avait l'air d'être bienveillant et ce n'était pas contre Aurore Malval ni contre France Info. Donc salut Alain, reste avec nous. En tout cas, on essaie voilà, en tout cas, et Alain nous dit merci, donc je pense qu'on a répondu malgré nous. Chers amis, il est 18h57 passé maintenant de 48 secondes. C'est presque déjà l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, Émilie Zapasky. C'est peut-être un peu rude comme ça. Moi, je dirais le mot de la fin, enfin le mot de la suite, ça serait plutôt Emmanuel Macron de dire le nom de la suite, quoi, parce que voilà, je trouve que ça va bien.
Voilà, les JO, s'il nous fait le coup de on va passer les Jeux paralympiques et puis on fait ça à ce moment de cohésion et puis on verra après. Non, maintenant je pense que tout le monde, les Jeux paralympiques ont lieu, c'est super. On va voir la cérémonie d'ouverture, très bien, mais qui s'agite. Moi je pense que là maintenant il y a besoin d'action, il y a besoin de rentrer dans le dur, on va arriver dans le budget, allons-y. Aurore Malval, le mot de la fin. Le mot de la suite. Le mot de la suite, Allez, ça va être le mot de la suite ce soir. je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. En fait, je pense que cette séquence, alors je vois pas forcément toutes les institutions de la France tomber et rentrer dans une période de crise terrible, mais quand même, je pense qu'il faut faire très attention. Et je pense que Emmanuel Macron, comme je disais au début, il a fait des fois le grand débat, etc. Il a joué un peu avec ça en disant finalement on le met de côté. Et là, on a le sentiment qu'il fait un petit peu pareil avec quelque chose qui engage, qui a engagé quand même si la participation a été très importante. Je trouve qu'il prend un petit peu quand même le résultat de ces élections à la légère, qu'il y a des choses qui vont revenir comme un boomerang. On sait très bien qu'il a fait justement ces élections pour rentrer dans une confrontation avec le RN et en triompher. Moi, je pense que si on continue comme ça, bien effectivement, le RN va revenir encore plus fort et triomphera d'Emmanuel Macron. Et là, en fait, la façon dont il a d'organiser les tractations à l'Assemblée sans vouloir laisser le Parlement souverain et donc la volonté populaire, je pense que ça ne peut en tout cas qu'abîmer la démocratie et la pratique du pouvoir et la confiance des gens dans les institutions. Et Dieu sait que c'était déjà pas gagné. Donc voilà, il va falloir... s'activer, effectivement. Bruno Cotresse, un court mot de la fin. Très court. Très court. Il est temps que Macron prenne son risque, nomme quelqu'un et qu'on avance. Deuxième mot de la fin, très court. J'ai très envie de savoir que va devenir le personnage qui a émergé, Lucie Castet. Est-ce que les autres responsables du nouveau Front populaire vont la laisser trouver son autonomie si jamais, finalement, un nouvel personnage de vie politique est apparu? Est-ce que ça va beaucoup leur plaire au fond à ceux qui tiennent les boutiques? Parce qu'elle a peut-être trop de qualité. Voilà, donc j'ai très envie de suivre ça. Le mot de la fin d'Alain. La rentrée va être houleuse. Merci Alain. Et on a Kyle, Kyle qui est très gentil. Merci les invités. Est-ce que vous reviendrez? C'était très cool. Mais oui, vous reviendrez bien sûr. Évidemment que c'était très cool. 19h passé de quasiment une minute. C'est la fin de ce stream de préchauffe, chers amis. Merci de l'avoir suivi. Merci Émilie Zapalski, merci Romain Leval, merci Bruno Cotresse. Merci d'avoir mis en perspective la séquence, une séquence qui, je crois, va nous intéresser encore quelques semaines, enfin quelques jours, quelques semaines très certainement, qui va agiter en tout cas la rentrée. Merci à Pascal à la Réal, l'homme invisible qui est à ma gauche et qui rend les choses très visibles. Merci à Jérém à la modé, derrière vos écrans qui vous modère, qui vous répond et qui recommence la saison avec nous. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay est dispo dans une minute sur Twitch. Vous pouvez aussi le retrouver sur la page web de l'émission sur franceinfo.fr ainsi que sur YouTube, et pour ceux qui préfèrent le son, sur le portail de Radio France. Je parlais de rentrée tout à l'heure, la vraie rentrée du talk, là c'était un peu la préchauffe. La vraie rentrée du talk, c'est mercredi prochain, avec au programme de la politique, parce que qui sait, on aura peut-être un Premier ministre d'ici là, avec peut-être même un gouvernement. Ce sera pour la première partie, puisque dans un second temps, on va parler de l'industrie du jeu vidéo qui licencie à tour de bras. Tout ça évidemment sous réserve qu'une actualité n'en chasse pas une autre. Une rentrée avec le retour de Cyril Balta à la régie, avec aussi l'arrivée dans l'équipe de Pierre et de Jeanne à la programmation, puisque Mathis a rejoint les copains de l'antenne de France Info La Radio au 4e étage. Pierre et Jeanne que je vous présente dès la semaine prochaine et qui sont super sympas et qui ont déjà, je crois, plein de chouettes idées. Je vous laisse avec la cérémonie des Jeux paralympiques, une cérémonie à suivre dès 20h à la radio sur France Info et la télé sur France Info canal 27. Nous, on se retrouve donc mercredi à 18h pour la rentrée du talk et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut!